va pouvoir commencer. Alors, c'est bon pour vous? Je crois qu'on a perdu les gens qui sont en Zoom, ce qui n'est pas très sympa pour eux, mais ils vont nous retrouver en route. Et donc, on va commencer. Merci beaucoup d'être là pour cet atelier sur la biodiversité. Et je suis ravie de vous présenter pour cet atelier François Duvaux, à ma droite, qui est producteur, chef d'entreprise, innovateur, qui vient là en tant que représentant de Adatrice, mais il nous racontera beaucoup d'autres choses. Anne Meyer de Ecoton, qui est le nouveau nom de Distriborg, et d'une entreprise qui change de nom tous les 2 ans, mais dont vous connaissez bien les marques, elle vous en dira plus aussi. Et puis Charles Pernin, qui est le DG du Synabio. Et ils ont beaucoup travaillé sur la biodiversité ces dernières années. Et il va nous raconter pourquoi et comment. Donc c'est la première fois nous qu'on traite de ce sujet de la biodiversité dans le cadre de nos travaux de Commerce Équitable France. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous dans la prise de conscience, dans la connaissance, je dirais collective, parce qu'on a des adhérents par contre qui sont pionniers de cette thématique. Mais donc voilà, pour ce premier travail, pour ce premier atelier, les objectifs sont modestes mais importants. Le premier, c'est de renforcer notre compréhension des enjeux. Qu'est-ce qui cause l'effondrement de la biodiversité et pourquoi c'est grave et pourquoi est-ce qu'on est concerné. Prendre conscience aussi qu'il y a des tas de choses qui se jouent, pas seulement au niveau des fermes, mais aussi tout au long de la chaîne de valeur. Il y a différents leviers qu'on peut actionner pour travailler cette question de la biodiversité. Et ça nous parle et ça nous concerne très directement en tant qu'acteur de commerce équitable. Et donc voilà, on va aussi essayer ensemble d'identifier les leviers de changement et de progression. Et donc je vais commencer en fait, avant que vous vous présentiez chacun de manière un peu plus détaillée, par vous demander, pour vous, comment est-ce que vous définiriez la biodiversité et pourquoi c'est grave si elle disparaît? Chacun en 2 minutes pour entendre un peu des choses sur le sujet. François, tu commences? Moi, je voudrais vous faire prendre un point de vue un petit peu étrange. En fait, notre réunion, maintenant, elle n'a aucune importance à l'échelle de l'univers. Le temps que je prononce cette phrase, notre Voie lactée, elle a bougé de 630 km/s. On a fait un Paris-Brest. Ce sujet-là, il n'existe pas, en fait, à part sur la planète Terre. Et pour même vous dire, en fait, vu de l'extérieur de l'univers, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que je suis de la soupe biochimique qui est tellement complexe qu'on est doué de facultés cognitives qui nous permettent d'avoir conscience que l'univers existe, alors que l'univers n'a même pas conscience lui-même qu'il existe. Je veux dire par là, en fait, qu'on a un processus d'élaboration du vivant qui est extraordinaire, qui s'est développé sur Terre, qui nous a amené jusqu'à ces fonctions-là. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces complexités, c'est ça qui est le moteur du vivant. Et notamment, plus vous rapprochez les êtres vivants les uns entre les autres, plus le miracle s'accomplit. Je vais vous donner l'exemple d'une plante. Les plantes qui cherchent de l'azote désespérément à travers leur système racinaire, eh bien, il y a des correspondances qui sont incroyables, notamment avec des bactéries qui, elles, ont la faculté de fixer l'azote de l'air. Et les légumineuses, à travers cette rencontre heureuse qu'elles ont pu avoir entre cette espèce végétale et puis cette bactérie, ont réussi à trouver un système aujourd'hui de symbiose et de codépendance où la bactérie fournit l'azote à la plante et la plante va héberger la bactérie. Je vous laisse encore 500 000 ans, et dans 500 000 ans, la plante aura intégré les fonctionnalités biochimiques de la bactérie pour pouvoir directement synthétiser l'azote atmosphérique, ce qui donnera un avantage concurrentiel très important par rapport aux autres espèces. Pour moi, la biodiversité, c'est comme l'écriture, c'est des livres, des mots et des lettres. Aujourd'hui, l'humanité est en train de brûler les derniers livres des dernières bibliothèques, pour certains, les derniers exemplaires. C'est grave et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est grave parce que c'est dommage. En fait, les bouquins, on les aura plus. Par contre, les mots et les lettres, ils existent toujours. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est qu'à travers notre façon de fonctionner en tant qu'être humain, on ralentit la possibilité de se faire rencontrer les êtres vivants dans nos systèmes agricoles, sur la façon dont nous gérons la surface de la planète. Et du coup, on empêche les écrivains d'agir, on empêche de nouveaux livres de s'écrire. Et ça, dans l'histoire de la Terre, c'est assez inédit. Merci. Alors, Anne, est-ce que tu peux faire aussi bien la biodiversité comme une faculté de stimuler des rencontres heureuses, et s'il n'y en a pas, il y a des rencontres malheureuses, et ça, c'est grave.
Et toi, qu'est-ce que tu nous en dis? J'ai en effet beaucoup aimé cette description qui a un volet un peu poétique. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre et je suis très attachée aussi au concept de biodiversité au niveau de l'agriculture. Et ce que j'aimerais rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que sans biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. Sans biodiversité, il n'y a pas de vie dans les sols, il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de prédateurs, des ravageurs des cultures, il y a tas de choses qui ne vont pas fonctionner dans l'agriculture s'il n'y a pas de biodiversité. En parallèle aussi, il y a un certain volet de la biodiversité qui ne vont pas vivre sans agriculture. Il y a tout un tas d'espèces animales et végétales qui sont aujourd'hui dépendantes des écosystèmes agricoles, des plantes messicoles, des oiseaux des champs, et ainsi de suite. Donc il y a finalement quelque part une relation « je t'aime moi non plus » parce qu'on sait bien qu'en parallèle de ça, l'agriculture conventionnelle, Lola de Lidry l'a très bien démontré ce matin, l'agriculture conventionnelle est aussi capable du pire en termes de biodiversité. Et du coup, c'est là-dessus qu'il y a énormément de travail à faire, je pense, parmi les gens dans cette salle et ailleurs, justement, pour réconcilier biodiversité, agriculture et pour le bien-être de tout ce qui touche à l'écosystème agricole. Merci. Et toi, Jarve, biodiversité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est grave si elle disparaît? Merci Julie. Pour compléter les deux points de vue qu'on vient d'entendre, moi je pense que c'est vraiment un défi collectif qui nous est posé aujourd'hui parce que comme vous l'avez dit, on est confronté à une extinction de masse. Je crois que les scientifiques disent que c'est ce que l'on vit en ce moment, c'est la 6e extinction de masse, donc c'est sans précédent en fait. Ou alors si on regarde, c'est à l'échelle des temps géologiques, des choses comme la disparition des dinosaures, mais c'est des choses qui ont pris des millions d'années, et là c'est en train de s'accélérer à un rythme sans précédent. Donc on est dans une situation où on est en train effectivement de déstabiliser notre environnement, les écosystèmes dont on dépend pour notre survie en fait. Donc c'est un défi majeur. Et moi, je pense on doit tous avoir un point d'attention en fait, c'est comment on relie ça aux enjeux climatiques. En ce moment-là, il y a dans une autre salle un atelier sur le climat. Et ce qui est un peu en train de se passer, je pense, dans l'opinion ou au niveau des politiques publiques, c'est qu'il y a un focus sur l'empreinte carbone, l'enjeu climat. Et parfois, la biodiversité, elle est un peu en retard, en fait, dans la prise de conscience et dans l'action publique, alors que c'est un enjeu qui est aussi important que l'enjeu climatique. Et donc, il y a un défi collectif qui est d'adresser ces deux sujets avec des politiques cohérentes. Et il y a un risque, en fait, c'est qu'en cherchant à répondre à l'enjeu climat, on oublie la biodiversité et qu'on fasse des choix qui sont même défavorables sur le plan de la biodiversité. Je ne veux pas rentrer dans des sujets trop techniques, mais on sait que, par exemple, à Bruxelles, en ce moment, il y a des réflexions pour stocker le carbone à travers des pratiques agricoles, donc le carbon farming. Et ce sujet-là, c'est quelque chose qui peut être complètement contradictoire avec la préservation de la biodiversité. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi comment concilier ces deux enjeux et les faire converger. Merci beaucoup. Donc, on voit que le sujet est complexe et important. Je voudrais commencer par toi, François. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ton lien avec la biodiversité et comment c'est venu changer tes pratiques professionnelles, d'abord en tant que producteur et puis ensuite en tant qu'entrepreneur. Mais je peux vous parler de... Je ne sais pas s'il y a le... Ok. Faut que j'appuie où? Pour faire dérouler, là, tu appuies sur ça. Ouais. Il est parti le truc. Ça va revenir. Vous pouvez mettre les slides? Elle était là, elle est partie, voilà. Je me présente, j'insiste pas plus. Je voudrais juste partir sur le... On peut passer la suivante? Ouais. Ouais, mais elle ne marche pas. Je sais pas si Eh ben voilà. Je peux me mettre debout si ça ne vous gêne pas. C'est pour que je puisse voir en même temps.
Ici, voilà, là vous êtes sur une portion de la planète, une portion de globe terrestre que j'ai l'honneur d'avoir en gérance. C'est dans mon métier d'agriculteur. C'est situé entre Angers et Rennes, exactement. Et c'est la zone bleue que vous voyez. En fait, sur cette zone bleue, c'est là que j'ai grandi. Et c'est là, et je ferai aussi le lien avec le commerce équitable, parce que c'est là, dans mon enfance, mon papa était producteur de lait, donc 40 vaches laitières, un système très très classique, 25 hectares, une trentaine d'hectares. Et puis mon enfance, ça a été bercée de crises financières chez mes parents. Et notamment, quand le prix du lait valait cher, on mangeait des lardons, et quand il était bas, on mangeait des patates. Et pourquoi ça fonctionnait comme ça? Parce qu'à la sortie de l'après-guerre, mon père il faisait exactement partie de la génération où toutes les politiques publiques et tout l'environnement culturel et social, c'était ne plus avoir faim par rapport au ticket de rationnement qu'il y avait eu pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tout l'écosystème s'est mis en place pour produire de la quantité de nourriture sans s'occuper de connaître les impacts sur la façon dont était gérée la planète, ni de savoir non plus l'aspect nutritionnel. Là, ce qui comptait, c'est la quantité. Quand vous voulez faire de la quantité, quand vous gérez une portion de globe terrestre, eh bien, c'est très simple. Tu peux passer la diapo suivante? Je vais essayer. Voilà. Si vous voulez faire beaucoup de quantité, eh bien, il va falloir aller avoir des plutôt grandes largeurs de travail. Donc, je vous passe les détails. Toute la mécanisation qui a eu lieu pendant 30 à 40 ans, elle vise à produire de la quantité. Et même pour faire de la quantité, il y a même un truc qui est génial, c'est l'azote synthétique. Quand vous mettez de l'azote en conventionnel, ça fait grossir la taille des cellules végétales, vous mettez plus d'eau à l'intérieur, vous vendez plus de quantité. C'est génial. Ça n'apporte rien d'un point de vue nutritionnel. Par contre, pour répondre aux besoins de quantité, c'est très très efficace. Et la chimie, évidemment, c'était un arsenal complémentaire. Désolé, je vous demande d'intervenir. Alors voilà. Non, ça marche pas. Oui. D'accord, j'essaierai. Là, je vais continuer, mais en tout cas, voilà. Pendant mon enfance, ce que vous avez en rouge, et puis j'ai un pointeur, ok, parfait. Voilà. Donc, ce que vous avez, les parties qui sont en noir, ce sont toutes les parcelles que j'ai contribué à détruire avec mon père. Donc, j'étais hyper content parce que le paysage, il est propre. Derrière, la haie, elle est loin. Vous avez le temps de voir venir les prédateurs si vous êtes en danger. Et du coup, vous avez une relation au paysage qui est très sympathique quand vous êtes dans le milieu. Donc, tout ce qui est en noir, c'est les chantiers auxquels j'ai participé. Et tout ce qui est en rouge, c'est tout ce que mes voisins ils ont fait à côté. Je vous passe le détail. On connaît la réponse aujourd'hui. J'essaye de passer. Ce système-là, en fait, ça vise à simplifier le vivant. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que le vivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fonctionne uniquement. La vie sur Terre s'est développée uniquement par la complexité. C'est les milliards de relations biochimiques entre les différentes substances et entre les différents individus qui font que la vie se perpétue et continue de se créer. Donc si vous isolez les systèmes et si vous simplifiez, eh bien, vous arrivez à des systèmes hyper simples où justement tout l'écosystème n'a absolument plus de résilience. Aujourd'hui, il faut être capable de gérer le complexe des écosystèmes. Alors, il y a un système qui fonctionne bien, qu'on connaît. C'est le système où il y a des petites exploitations. En fait, un cerveau humain, c'est capable de gérer du maraîchage, c'est capable de gérer un peu de lait, un peu de vache, un peu de choses ou autres. Et vous arrivez à venir à bout de la puissance du vivant que vous avez sur la portion de planète que vous êtes amené à gérer. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas, dans les 10 ans qui arrivent, il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Il n'y aura pas 50% de jeunes qui vont reprendre derrière eux. Il y aura forcément un processus d'agrandissement. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va demander à ces nouveaux gérants de portions de planète terrestre. Est-ce qu'on continue comme les 40 ou 50 dernières années, ou est-ce qu'on change de méthode, est-ce qu'on change de paradigme pour pouvoir répondre à des exigences écosystémiques? On pense qu'il y a possibilité de gérer du complexe avec des outils numériques, et de l'agriculture de précision, c'est certainement une des voies qui va permettre à l'humanité de pouvoir recomplexifier les systèmes grâce à des outils particuliers. J'essaie tout. Je veux bien que vous passiez. Alors, en plus d'être agriculteur, je suis sorti du périmètre de mon exploitation et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Adatrice, qui commercialise du champ jusqu'au sachet, toutes les plantes qu'on produit sur l'exploitation. Et puis, à travers cette expérience, j'ai été amené à créer avec un collectif, le Biodiscord,
C'est un outil, alors je l'appelle le Biodiscore, je suis vraiment désolé, parce que j'aurais bien voulu mettre autre chose que score à la fin, parce que tout le monde va dire, ça fait encore un truc de plus. C'est le biodicalcul, parce que ce n'est pas un outil qui est à destination des consommateurs, c'est un outil qui est à destination des gestionnaires de portions de planète. C'est pour les challenger sur la façon dont ils gèrent de façon complexe ou pas la planète, le bout de planète qu'ils ont en gérance. Donc on mesure de façon très simple l'effet mosaïque, et l'effet mosaïque, il est important parce que c'est lui qui va permettre les rencontres entre les différents êtres vivants, qui va permettre les rencontres heureuses, comme les plantes et les bactéries que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, la matrice, elle est très simple. On regarde combien il y a d'espèces dans une culture. Toutes les associations d'espèces sont valorisées parce que les systèmes racinaires, on les oblige à s'imbriquer. On regarde le nombre de lieux de culture, donc le nombre de parcelles par culture, le nombre total de cultures sur l'exploitation. Ça donne un petit peu une colorimétrie globale de ce qui se passe sur une ferme. Et puis évidemment, on pondère ça par la durée de la culture sur 12 mois, ce qui nous permet de prendre en compte les couverts végétaux qui ont une très très grande importance, comme vous le savez, pour la biodiversité. Alors voilà, après avoir cassé les haies sur la portion de globe terrestre que je gérais, il y a à peu près maintenant au moins 20 ans, j'ai été amené à développer des nouvelles solutions. Là, c'est dans mon métier d'agriculteur. J'essaye de créer un effet mosaïque avec des bandes alternées de culture. Donc ça, je peux le faire que parce que je suis équipé d'un GPS sur mon tracteur. Et du coup, je peux avoir cette bande-là qui va durer 5 ans, mais celle-ci, je vais pouvoir la renouveler tous les ans. Je peux mixer des cultures pérennes et annuelles parce que j'arrive à avoir la précision, chose que mon père n'avait pas. S'il avait eu ces outils-là en place, peut-être qu'ils auraient fait différemment. Aujourd'hui, j'ai augmenté mon niveau de complexité en l'espace de quelques années, de 53 biodes. C'est une nouvelle unité internationale de mesure, s'il vous plaît. Ça indique le niveau de complexité d'un écosystème. Et aujourd'hui, je plafonne à 329 biodes. J'ai un peu du mal à aller au-dessus, tout simplement parce que je manque de haies sur l'exploitation. La haie, c'est une culture qui est fantastique parce qu'elle a beaucoup d'espèces associées. On la trouve à plein d'endroits sur la ferme. Et puis, on peut avoir différentes sortes de haies. Donc, ça veut dire que dans l'effet de la complexité, c'est quelque chose qui vient remonter l'effet mosaïque. Voilà. Après, avec ce score, le pire score, c'est 1. C'est-à-dire que vous avez un champ, une culture du blé sur 10 hectares, divisé par 10, ça fait 1. Donc, on ne peut pas faire plus simple. Par contre, l'outil a été testé notamment sur les jardins du Kerala, où c'est des agriculteurs indiens qui ont l'habitude un peu de la permaculture, et là on monte jusqu'à 10 000. Donc en fait, plus vous complexifiez, la courbe va plutôt avoir cette tendance-là. Vous allez vous allez augmenter progressivement, et à un moment donné, ça va s'accélérer vers une asymptote. Et ça veut dire que vous êtes sur un système très complexe qui tend vers la permaculture. Donc plus vous plus vous allez complexifier, plus vous tendrez vers la permaculture. Donc on peut imaginer, aujourd'hui, moi j'essaye de me challenger avec plusieurs catégories. Pour l'instant, je suis dans la catégorie avec mes 318, plutôt considérés comme les acteurs, et mon objectif, ce serait de passer à 1000 pour être un accélérateur de biodiversité. Et j'encourage le maximum de gestionnaires de portions de la planète à complexifier leur système. Super, merci beaucoup. C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que ça a produit, ces changements sur ton exploitation? Est-ce que ça t'a... j'imagine que tu cultives plus d'espèces, donc tu dois trouver plus de clients. La diversification, ça amène des nouveaux challenges en termes de commercialisation, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand tu fais ça? Ce qui se passe, alors à très court terme, ça crée de l'interrogation, ça crée de l'émulation. Donc effectivement, ça suscite l'intérêt entre guillemets des clients. Par contre, où je vais faire le lien avec le commerce équitable, c'est qu'il faudrait qu'on puisse créer des valeurs associées aux kilos qui sont produits sur nos exploitations. Il ne faut pas seulement avoir de la quantité de nourriture, il faudrait aussi pouvoir comptabiliser le niveau de complexité auquel on doit faire face en fait. Et là, j'avoue que je trouve que le système commerce équitable, il est très intéressant parce qu'en clarifiant les cahiers des charges entre opérateurs, il permettrait de prendre en compte les phénomènes de biodiversité ou les actions climatiques, entre autres. Mais je parle de la biodiversité, ce qui me concerne directement. Et on envisagerait un mécanisme qui permettrait une plus-value directe. C'est-à-dire que si je suis dans la catégorie A, les accélérateurs,
j'aimerais avoir une plus-value directe sur mon produit. C'est-à-dire que j'ai les moyens de remettre des haies, j'ai les moyens, c'est très simple. Je n'ai pas besoin d'aller, c'est pas de la subvention, c'est pas de l'aide, c'est juste une valorisation économique qui m'est attribuée pour service environnemental rendu. D'accord. Et est-ce que cette biodiversité, justement, elle te rend des services environnementaux? Est-ce que ça accélère la fertilité, la gestion des maladies? Concrètement, est-ce que tu en as tiré des avantages pour ton métier d'agriculteur? Ou est-ce que c'est juste gérer plus de complexité? C'est gérer plus de... Pour l'instant, il faut donner une valeur en fait à ces actions-là. Si vous restez simplement sur l'observation et la satisfaction intellectuelle de voir des lièvres, des chevreuils, parce que forcément, hein, enfin, les animaux, la flore sauvage, s'y trompent pas, les abeilles s'y trompent pas, elles savent très exactement où il faut aller. Donc, on est content de voir cette biodiversité, mais c'est pas suffisant. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de convaincu, donc je représente 0,1% avec mes confrères ici de tous les gestionnaires qui ont, enfin, une partie de la planète en gérance. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre les 99% de l'intérêt. Et il faut aussi leur donner les moyens de pouvoir structurer, de complexifier leur assolement, quoi. Ok, bah écoute, c'est une très bonne transition avec la suite, hein, puisque donc on voit qu'il y a des tas de choses qui peuvent être faites sur le terrain. Toi, tu es, on dirait, un peu plus qu'à mi-parcours sur la complexification de ton exploitation. Mais il y a des limites. Les limites, c'est celle de la valorisation sur le marché. Et du coup, je me tourne vers toi, Charles, où j'aimerais bien que tu nous racontes au Synabio comment et pourquoi vous vous êtes penché sur cette question de la biodiversité. J'ai trouvé que c'était intéressant d'entendre notre homologue, notre organisation sœur dans l'agriculture biologique, parce que vous rassemblez des entreprises, donc vous ne rassemblez pas des producteurs agricoles. Vous êtes le maillon de la chaîne au-dessus et vous vous êtes senti concerné par cette question de la biodiversité. Vous vous êtes dit probablement qu'il y a des choses qu'on peut faire. Donc voilà, je veux bien que tu nous racontes cette histoire. Oui, effectivement. Donc en deux mots, le Synabio, qu'est-ce que c'est? Comme vient de le dire Julie, nous on est un syndicat professionnel. Donc en fait une association qui regroupe des entreprises et en l'occurrence des entreprises qui fabriquent des produits bio et qui distribuent aussi des produits bio. Donc on a 215 adhérents. Beaucoup sont des PME qui fabriquent des pâtes, des yaourts, des biscuits bio. On a aussi quelques distributeurs comme Biocoop, Naturalia ou La Vie Claire. Et Adatrice et Ecotone font partie d'ailleurs de nos adhérents. Et pourquoi donc ces entreprises ont eu envie d'aller sur la biodiversité? Il y a plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que on voit bien que la bio est challengée en fait sur cette question. C'est-à-dire que c'est un peu paradoxal. D'ailleurs, la bio, elle est mieux disante en termes de pratiques agronomiques, puisqu'il y a des rotations plus longues en agriculture biologique. Il y a une diversification des assolements, donc on a une diversité cultivée plus importante dans une ferme bio a priori que dans une ferme conventionnelle. Donc tout ça, c'est des pratiques qui vont vraiment dans le sens de préserver la biodiversité. Et il y a d'ailleurs des études qui montrent, à partir d'observations de terrain, qu'il y a 30% de biodiversité en plus en fait, dans les fermes bio. Donc a priori, on pourrait se dire, finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, tout est là. Mais en même temps, on voit que, comme on l'a dit en introduction, il y a une attente croissante sur cet enjeu de la biodiversité de la part de la société civile. Et puis il y a d'autres démarches, il faut le reconnaître aussi, qui viennent un peu nous aiguillonner. Et on a vu un label concurrent en fait, de la bio qui s'appelle la haute valeur environnementale, qui a pris plus de place ces derniers temps et qui communique beaucoup sur des impacts positifs en termes de biodiversité. Donc je ne vous cache pas que ça a un peu titillé aussi nos adhérents qui ont ressenti le besoin de faire le point sur qu'est-ce qu'on peut dire sur la biodiversité dans les filières bio et s'il y a besoin de s'améliorer, comment s'améliorer. Donc ça, c'était le besoin de départ. Le problème, c'est que les entreprises que l'on représente, c'est des entreprises qui sont à l'aval des filières. Donc à la différence de François, elles sont pas sur les parcelles pour conduire une exploitation agricole, elles sont à l'aval. Donc le besoin qui s'est exprimé de la part de nos adhérents, c'est de mieux comprendre cet enjeu de la biodiversité et d'être accompagné parce qu'il y a évidemment une complexité, une dimension technique. Donc au Synabio,
c'est ça qu'on a proposé. En fait, c'est un accompagnement collectif à ces entreprises pour bien comprendre quels étaient les enjeux, comprendre l'état de l'art de la biodiversité dans les fermes bio et voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc c'est un travail qui a duré plus d'1 an. C'est pas moi qui l'ai mené, c'est une collègue qui peut pas être là aujourd'hui, qui s'appelle Mathilde Xel, mais qui a piloté tout ce travail avec un groupe d'une dizaine d'entreprises. Donc il y a eu un accompagnement aussi par des partenaires spécialisés, dont l'Institut technique de l'agriculture biologique, un bureau d'études aussi qui s'appelle Solagro, et ça nous a permis de produire un guide. Donc je fais un peu de placement de produits, mais c'est gratuit, donc vous pouvez le trouver sur notre site. Et puis on en a quelques exemplaires là-haut, ouais, au 2e étage. Donc c'est un guide qui est vraiment là pour permettre à des entreprises, ou même plus largement à des acteurs du monde agricole et alimentaire, de s'emparer de ce sujet de la biodiversité, de comprendre quels sont les enjeux. Donc c'est très pédagogique et ça va plus loin que ça, puisque ça propose, enfin le guide propose des indicateurs. Donc il y a 18 indicateurs pour améliorer l'impact en termes de biodiversité, des indicateurs qui portent sur l'amont agricole. Donc on en a parlé à l'instant avec François, hein, mais ça va être les pratiques de préservation des haies, de préservation de toutes les infrastructures écologiques, comme on dit, c'est-à-dire les mares, les prairies permanentes. Donc comment on peut préserver ça au niveau de la production agricole, comment on peut gérer ça de manière optimisée dans le temps. Et puis on a aussi des indicateurs qui concernent plus directement les entreprises, et c'est la manière en fait dont les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires peuvent porter une attention particulière à cet enjeu de biodiversité et comment elles peuvent le valoriser. Donc porter une attention particulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec les agriculteurs pour les inciter en fait à déployer ces bonnes pratiques, et c'est exactement ce que tu disais, François, c'est-à-dire que là aujourd'hui il y a une minorité d'acteurs du monde agricole qui se saisissent de ces enjeux. On pense que les entreprises, les fabricants, les distributeurs ont un rôle à jouer en tant que clients et entre guillemets donneurs d'ordre, c'est-à-dire ils peuvent inciter leur amont agricole à aller sur ces bonnes pratiques, et je pense que tu en diras un mot aussi. Donc voilà, nous on propose des indicateurs, des actions à mettre en place dans les entreprises pour travailler avec son amont. Il y a aussi un enjeu qui est très important du point de vue des fabricants, c'est finalement comment on... Ouais, merci. Comment on trouve un débouché aussi pour cette biodiversité. Qu'est-ce que je veux dire par là? François nous a expliqué qu'en fait, préserver la biodiversité, c'est complexifier son système de production agricole. C'est introduire peut-être de nouvelles espèces qui ne sont pas très connues en fait, des consommateurs. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de trouver une valorisation économique pour ces productions. Et je pense qu'en bio, on sait bien faire ça parce qu'il y a beaucoup d'exemples d'innovation qu'on connaît dans le marché bio. On peut citer la quinoa, mais il y a plein d'autres exemples où en fait la bio était précurseur en introduisant des nouvelles plantes, des nouvelles productions et en amenant les consommateurs à s'intéresser à ces produits. Donc on voit bien que là, il y a une continuité entre ce qui peut se faire en amont et puis la diversité alimentaire, la diversité des recettes, la diversité des produits. Et finalement, c'est un tout et il faut qu'il y ait une cohérence pour, quelque part, embarquer aussi le consommateur sur ces sujets. Peut-être qu'on peut avancer sur ces slides-là. Moi, là, c'est des éléments assez généraux. Je vais faire comme François, je vais me lever, ça va me faire du bien. Donc voilà, ça c'est simplement pour vous rappeler, mais on en a déjà parlé, hein, le contexte sur l'enjeu biodiversité qui prend de l'ampleur et pourquoi c'était important pour nous en bio de nous en saisir. Si on peut avancer un petit peu, merci. Donc voilà, comme je vous le disais, cette situation paradoxale où la bio, elle a à la fois plein d'atouts et en même temps, elle est challengée. Donc c'est de là qu'est parti le besoin pour nous d'agir et d'accompagner les entreprises. Et donc là-dessus, dans le guide, on fait vraiment le tour d'horizon de toutes les bonnes pratiques et de là où on peut aller un peu plus loin. Donc peut-être un petit focus là-dessus. Là où on se sent
pas suffisamment armés aujourd'hui en bio, c'est qu'on continue à utiliser un certain nombre de substances qui, même si elles sont naturelles, peuvent avoir des effets défavorables sur la biodiversité si elles sont mal utilisées. Donc il y a un point d'attention là-dessus. Et là où aussi on aurait sans doute besoin de progresser, c'est que le cahier des charges bio, vous le savez sans doute, c'est une obligation de moyens, c'est-à-dire que l'agriculteur n'a pas le droit de faire certaines choses, il n'a pas le droit d'utiliser des pesticides de synthèse, des engrais de synthèse, etc. Il doit mettre en place un certain nombre de pratiques, rotation de culture, etc. Mais on ne mesure pas en tant que tel les impacts que ça va avoir sur la biodiversité. Et de ce point de vue-là, le Biodiscore, c'est vrai que c'est un outil très complémentaire puisque ça permet de mesurer plus précisément des impacts. Voilà pour cette slide-là, si on peut avancer. Donc, les intentions, je vous l'ai dit, hein, c'était deux choses. C'était vraiment être capable de reprendre la parole sur les plus de la bio et puis continuer à progresser là où on doit progresser sur un sujet qui est complexe pour des entreprises. Et puis ensuite, voilà un petit focus sur le groupe de travail. Donc vous voyez une bonne dizaine d'entreprises. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a aussi une biodiversité dans le groupe, dans le sens où il y a des acteurs de toutes les filières. Et ça, c'est aussi une force du Synabio, c'est qu'on rassemble une diversité de métiers et c'est aussi très riche du coup quand on échange sur des sujets comme celui-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, si on peut avancer sur les slides. Je voudrais juste faire un petit commentaire, je suis désolée. Hein, je t'en prie. Je prends le pouvoir sur ma situation de personne qui a un micro. Juste pour revenir sur la slide d'avant, c'est quand même très intéressant de voir que parmi tes plus de 150 adhérents, c'est ça ? 215, ouais. 215, ceux qui sont dans le groupe de travail biodiversité, il y en a 5 ou 6 qui sont adhérents de Commerce Équitable France. Ouais. Et les autres sont impliqués dans le commerce équitable d'une manière ou d'une autre. Non, mais c'est pas pour applaudir, c'est pour faire le lien avec cette question de comment on valorise l'implication dans la biodiversité. On le valorise si on arrive à avoir des relations commerciales équitables qui nous permettent ça. Et à mon avis, c'est loin d'être un hasard, en fait. Oui, tout à fait. C'est effectivement un point très intéressant entre cette problématique biodiversité et équitable. Je pense que ces entreprises qui sont dans l'équitable, en fait, elles ont une proximité naturelle avec leur amont agricole parce qu'elles connaissent les producteurs, elles ont une attention particulière à l'amont. Il peut y avoir de la contractualisation, des liens, etc. très forts. Et dans la durée, hein, nous, on a beaucoup d'exemples de ça dans les adhérents qu'on voit ici. Et du coup, je pense qu'il y a une sensibilité plus forte aux enjeux agricoles en général, à ces problématiques de biodiversité, et aussi une capacité à faire des choses ensemble pour progresser avec l'amont. Donc bien sûr, ça converge, et c'est intéressant de l'observer comme tu le fais, Julie. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce groupe, c'est un groupe pilote, et que ce groupe, donc il a mobilisé du temps et de l'énergie pour produire ce guide. Et il va rester aussi actif là, dans les mois qui viennent pour tester les indicateurs et pour les améliorer et pour compléter aussi la démarche. Donc là, vous voyez une partie des indicateurs et des enjeux qu'on a abordés dans le guide. L'idée maintenant, c'est de le décliner aussi sur les filières exotiques. Donc là aussi, on va reparler beaucoup de commerce équitable, parce que là, pour l'instant, on a regardé les enjeux au niveau, on va dire, européen, agriculture européenne, mais on souhaite aller aussi sur les problématiques de biodiversité à une échelle géographique beaucoup plus large, donc sur des filières d'importation pays tiers. Et là, on va aussi être amené à travailler avec des entreprises qui sont impliquées dans le commerce équitable. Est-ce qu'on peut avancer sur les slides, s'il vous plaît? Voilà, donc sur l'équité, en fait, nous, on a bien conscience que les entreprises, elles peuvent accompagner des bonnes pratiques à l'amont, mais ensuite, c'est ce que tu disais aussi, François, il faut que l'agriculteur il s'y retrouve et que ce soit valorisé. Donc là encore, on pense que le commerce équitable, c'est un moyen de valoriser ces bonnes pratiques. Donc il y a une première chose qu'on peut imaginer, c'est d'adosser le système de primes à des indicateurs de biodiversité, d'orienter les primes
vers des projets collectifs de restauration de la biodiversité, ça peut être intéressant. Et puis, on ne doit pas être tout seul, ce n'est pas les entreprises seules qui peuvent porter ces enjeux-là. Et donc, on doit aussi agir avec l'amont pour aller chercher des soutiens publics sur ce type de projet, de démarche. Est-ce qu'on peut avancer? Ouais. Bah voilà, en fait, c'est fini. Oui, c'est vraiment ça le lien avec l'équitable. Et puis, nous, on souhaite vraiment maintenant déployer ces outils. Là, je vous disais, c'est un groupe pilote. Et l'idée, c'est bien entendu de mobiliser plus largement. On a donc le guide et on va mettre en place aussi un cycle de formation qui a l'air bien parti pour nos adhérents, pour les aider à monter en compétences sur ces enjeux. Merci beaucoup. Anne, donc toi, tu travailles pour l'entreprise Ecotone. Tu es plus impliquée plus spécifiquement sur les filières de commerce équitable. Et ton entreprise, vous avez introduit la préservation de la biodiversité dans votre raison d'être, dans votre mission sociale. En plus d'être une entreprise qui doit faire du profit, vous devez aussi orienter vos moyens vers la préservation de la biodiversité. C'est ça que ça veut dire, une raison d'être? Tout à fait. Et alors, c'est là que j'essaie de... Mais chez moi, ça ne marche pas non plus, visiblement. Si tu veux bien cliquer un petit coup, s'il te plaît, Anne. Ah, un petit coup en arrière. Super, merci. Oui, parce que je vais quand même prendre 2 secondes pour présenter Ecotone, parce qu'en effet, Ecotone, c'est un nom qui ne parle pas encore à grand monde. Enfin, si ça parle aux écologues. Parce qu'un écologue, un naturaliste va vous dire, ah oui, une écotone, bien sûr, c'est une zone de transition entre 2 écosystèmes. Oui, c'est vrai, mais c'était aussi aujourd'hui le nom qu'a pris le groupe il y a de cela 1 an, lorsque le groupe Vessanen a décidé de rapatrier son siège social en France et de devenir une entreprise à mission. Et en effet, le groupe Vessanen, bon, peut-être que certains connaissent, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce qui est plus connu finalement, c'est le collectif de marques que ça représente, des marques bio à quasi-totalité, et pour une offre aussi à quasi-totalité végétale. Et là, vous voyez les petits logos, si ce n'est pas caché. Bah, bien sûr, la plus connue, c'est Bjorg. Bjorg, Bonne Terre, Alter Eco, Abbott Keys, Danival, Clipper, mais aussi Destination. Et il y a aujourd'hui une 20aine de marques à travers l'Europe. Le plus gros du chiffre d'affaires quand même, c'est en France, c'est à peu près 60%. Et depuis quelques années, les acquisitions de marques qui ont été faites par le groupe ont souvent été faites également avec des usines. Ce qui change aussi, ce qui permet là aussi, en remontant un peu les filières à l'entreprise, d'être un peu plus ambitieux, j'ai envie de dire, au niveau de ses engagements, au niveau des fermes. Parce qu'en effet, mon rôle dans cette entreprise, en tant que responsable filière, habituellement, j'ai des bottes qui ne ressemblent pas trop à ça, mais qui sont plutôt vertes et très étanches, puisque je passe beaucoup de temps, en effet, dans les fermes pour aller soit mettre en œuvre des projets, soit auditer des engagements d'impact environnementaux et sociétaux que nous avons avec les maillons amont de la filière agriculteurs et organisations de producteurs. Donc voilà. Alors, en effet... Depuis 1 an, on est devenu entreprise à mission, ce qui est un statut très spécial, dont vous avez certainement déjà entendu parler, ne serait-ce que par Danone. Il faut que tu parles plus dans le micro. Ouais, vous m'entendez mieux comme ça? Oui, d'accord. Ça vient d'où? Ça vient d'un constat, un double constat. Un constat dont on a déjà parlé d'extinction de masse, 80% d'insectes perdus en 30 ans, 68% de vertébrés en 50 ans, mais aussi un autre constat que Charles a commencé à évoquer. Aujourd'hui, on a 2/3 de l'alimentation mondiale qui n'est constituée que de 9 ingrédients. Et ça non plus, ça n'aide pas à la biodiversité. Alors l'agriculture biologique, bien sûr, est une partie de la solution, mais ça ne fait pas tout. Je ne vais pas répéter ce que Charles a dit. Et du coup, il y a 1 an, en devenant entreprise à mission, il y a eu beaucoup de discussions dans les 2-3 dernières années. Quelle est la mission qu'on va se donner? Et a été fait, face à ce constat, le choix de se donner comme mission nourrir la biodiversité. Alors, slide d'après, du coup, s'il te plaît. Oui, normalement, ouais. Tu peux annoncer? D'accord. Merci. Donc, déjà, la base, c'est la mission. La mission, donc, nourrir la biodiversité.
C'est pas juste une jolie intention écrite dans une charte quelque part et puis on est content et on la signe. Non, c'est écrit dans les statuts de l'entreprise. Et quand on écrit quelque chose dans les statuts, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà eu des changements de statut à faire voter en AG ou je ne sais quoi, bon, ça veut dire que c'est gravé dans le marbre. C'est quand même un peu, en quelque sorte, la constitution de l'entreprise qui prend en compte cette mission-là. Donc ce n'est pas rien. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on veut nourrir la biodiversité, il faut qu'on dise comment. Et là-dessus, on a 4 engagements que je vais vous détailler après et qui sont aujourd'hui notre feuille de route. Tout ça, ça pourrait toujours encore être de belles paroles si on mettait pas en place derrière ce qui va permettre en effet de vérifier qu'on va de l'avant. Alors la première chose déjà, c'est en interne. On a un comité de mission qui se réunit annuellement pour vérifier où est-ce qu'on en est de nos engagements et de nos objectifs. C'est un comité qui est constitué d'experts. On a notamment l'IDRI, par exemple, qui en fait partie, et également d'une collaboratrice. Et bien sûr, pour que ça tienne la route, ici il y a beaucoup de gens qui sont familiers des labels, je ne vais pas vous faire un dessin, on fait appel à un organisme certificateur externe, un auditeur externe, qui vient également vérifier de quelle manière tout ça fonctionne, de quelle manière on a nos métriques et nos KPI par rapport à cette mission, de quelle manière on les déroule et quelles sont nos performances. Et c'est ce qui permet d'amener la solidité à ce système-là. Alors voilà, ça c'est sur le fonctionnement. Maintenant, quels sont nos engagements? Parce que je sens que vous trépignez de le savoir. Si tu veux bien cliquer un petit coup, s'il te plaît. Merci. Il y a un premier étage qui est celui de protéger la biodiversité, qui est un petit peu la base. Une base qu'on n'a pas entendu la mission pour la mettre en œuvre, c'est déjà d'avoir la majorité de notre offre qui est en bio et majoritairement végétarienne. Ça, c'est un engagement qu'on a depuis longtemps et qu'on va continuer à poursuivre. Le deuxième étage, c'est faire grandir la biodiversité. Et là, il y a 2 types d'engagements différents. Je vous ai dit, c'est 2/3 de l'alimentation mondiale aujourd'hui qui est constituée de 9 ingrédients. Nos équipes R&D travaillent fortement sur la diversification des recettes et des aliments dans les recettes pour que justement, il puisse y avoir également une meilleure biodiversité dans l'assiette. Ça, c'est un aspect des choses. Et puis aussi, accessoirement, là, je reprends un peu ma casquette d'agro, pour que les producteurs à qui on demande de mettre plus de diversité dans leur rotation aient également un débouché pour les céréales et les légumineuses qui sont un peu moins populaires. Ensuite, il y a la partie de nos engagements qui concerne plus particulièrement, en effet, le pôle filière des cotonnes, dont je fais partie, qui est l'agrobiodiversité, introduire plus de pratiques en faveur de la biodiversité au sein même de nos filières d'approvisionnement des fermes avec qui on travaille. Et sur un certain nombre de matières premières stratégiques, 9 matières premières stratégiques, typiquement avoine, cacao, soja, amandes et ainsi de suite, qui sont clés pour l'entreprise. Et donc, on a là-dessus comme objectif à horizon 2030 d'avoir 1/3 de nos matières premières stratégiques qui soient issues de fermes qui ont des pratiques vertueuses pour la biodiversité. Et sur le volet également biodiversité dans l'assiette, 2/3 d'ingrédients alternatifs. Et ensuite, 3e niveau, là c'est le petit chapeau, c'est également d'être moteur et de financer des projets autour de la biodiversité à plus grande échelle, pas nécessairement dans nos filières, mais qui favorisent la biodiversité sauvage. Alors ça peut être soit par l'engagement de certaines marques qui financent des projets, soit par le biais de notre fondation Écoton. Un petit clic. Alors, pour illustrer mon propos, alors les exemples ne manquent pas et ça a été difficile de les choisir tellement j'ai envie de vous raconter de belles histoires autour de ces engagements. J'ai quand même tenu compte aujourd'hui qu'on aurait des Ivoiriens parmi nous dans l'assistance et donc, merci, et donc de vous parler de ce qu'on fait à ce titre-là en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on travaille depuis plusieurs années avec une ONG qui s'appelle Nitidé, qui est très engagée sur la préservation de ce qui reste de forêts primaires, j'ai envie de dire, et notamment par le biais d'un projet REDD+. Un petit clic, REDD+. Voilà. Donc, Nitidé est venu nous voir il y a quelques années pour en effet nous parler de ce projet-là, et notamment sur la région de Lamé, qui est une région au nord d'Abidjan, hein, si vous voyez à peu près sur la carte, autour d'Adzopé.
un projet de conservation d'une aire de forêt primaire. Et cette conservation, bien sûr, il faut qu'elle se fasse avec les habitants. On va pas... Ça s'est fait au Côte d'Ivoire. Je pense que peut-être ça se fait encore. Il y a certaines zones qu'on décrète comme protégées et puis on chasse tout simplement les gens. Je ne pense pas que ce soit une super idée. Là, en l'occurrence, il s'agissait de mener tout un projet d'aménagement du territoire, sécurisation foncière. Bon, je ne rentre pas dans les détails, en effet, ça a été rapidement évoqué à d'autres moments, d'accès au foncier, titres fonciers, de gestion durable des forêts, mais aussi d'arriver à impliquer les gens, et donc de l'activité agricole dont ils vivent, dans ce projet-là et dans la conservation des arbres de la forêt environnante. Et un petit clic. Et c'est dans le cadre de ce projet-là que donc Altereco a financé dans le cadre de sa politique de compensation carbone, que Nitide a également été moteur et amené les agriculteurs à créer ensemble la coopérative des producteurs de cacao biologique de Lamé, avec qui Altereco travaille aujourd'hui. Un petit clic. Et donc on est passé d'un stade de projet, d'une coopérative qui se crée, encore un peu fragile aujourd'hui encore, hein, ça reste une petite coopérative, à un partenaire commercial pour Altereco qui du coup a pu lancer une référence à base pure origine Côte d'Ivoire et la mise en place d'un système qui permet également de rendre durable, de pérenniser cette action de préservation des forêts. Alors peut-être clique 2-3 fois parce que sinon, voilà. Donc nous avons lancé la référence Altereco Côte d'Ivoire qui permet d'assurer un débouché à la PCBM pour son cacao. Je vous passe les détails, ça n'a pas été simple cette affaire, mais bon, je pense que les gens qui travaillent sur les filières exotiques et la structuration filière exotique me comprendront. Bien sûr, pour assurer un débouché rémunérateur, étant donné qu'on est sur du bio et de l'équitable, il y a ce que vous connaissez déjà de prime bio et puis de prime commerce équitable, mais également pour justement pouvoir asseoir également, pérenniser cette action qu'ils ont en termes d'agroforesterie et de conservation des arbres anciens sur leurs parcelles. Ils ont tout un tas d'arbres qui sont même protégés par l'UICN sur leurs parcelles. Nous avons mis en place ce qu'eux appellent communément la prime bois, qui est en fait un paiement pour service environnemental de 100 francs CFA par kilo et qui est garanti par un standard d'agroforesterie que Nitide a mis en place, est en train de tester, on va dire concrètement, sur cette filière qui s'appelle Safar. Et donc on a un Nitide qui intervient d'un côté en assistance technique au niveau de la coopérative, qui par ailleurs bénéficie également d'équité 2, et qui par ailleurs va également mesurer l'agroforesterie au niveau des parcelles, là aussi je vous passe les détails, pour pouvoir certifier qu'on est sur des modèles agroforestiers durables et de la préservation des arbres, ce contre quoi Altereco paye une prime, et aujourd'hui c'est 100% des producteurs de cette petite coopérative qui sont certifiés Safar. Donc voilà, et puis derrière, en effet, ça permet aussi de mieux valoriser le cacao, puisqu'ils ont 55% de prix en plus par rapport au marché conventionnel. Et nous, après, Altereco, à nous aussi, d'avoir un rôle de pédagogie et d'arriver à retranscrire ces engagements-là et de faire comprendre aux consommateurs ce qu'on fait bien. Parce que je pense qu'il y en a ici dans la salle qui peuvent aussi témoigner que le cacao en Côte d'Ivoire, ce n'est pas habituel. Le cacao en Côte d'Ivoire, c'est plutôt synonyme de monoculture, en plein soleil, de ce qu'on disait ce matin aussi, de fronts pionniers qui viennent déforester, planter 20 ans et passent à la parcelle d'après. Le bio, je crois qu'aujourd'hui, ça représente, j'ai fait le calcul cette semaine, 0,07% de la production de cacao en Côte d'Ivoire. Commerce équitable, guère plus, on est à 1%, quelque chose comme ça. Du coup, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est en soutenant justement ce genre d'initiative, et heureusement, on n'est pas les seuls, qu'on va arriver à changer petit à petit le visage de la cacao-culture en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. On a pris un petit peu de retard, mais je pense qu'on peut prendre quelques questions dans la salle.
Ouais, Pierre. Assata. Attends, rapproche-toi puis tu vas parler dans le micro. J'avais une question pour François Duvaux sur le... moi, je ne comprends pas trop comment vous dites que ça n'a pas d'avantage, la biodiversité. Bon, c'est d'une part que c'est difficile à mesurer, donc c'est intéressant si vous avez un score. C'est des indicateurs, c'est aussi comme l'indicateur de Nitidae sur le... Enfin, il n'y a pas de consensus scientifique pour mesurer la biodiversité. C'est bien la difficulté. Au niveau du climat, on a une métrique, on a l'équivalent carbone. Au niveau de la biodiversité, on a du mal à dire, par exemple, vous avez défini A, B, C, D, 5 niveaux, on a du mal à dire si déjà C, c'est très très bien, ça suffit, ou s'il faut vraiment aller à D, ou on ne sait pas. Par contre, je pense que ça apporte des services à la ferme, d'augmenter la biodiversité, c'était la question de Julie. D'augmenter la biodiversité, ça peut permettre de fixer l'azote. Ce n'est pas forcément d'autres produits qui se vendent, ça peut apporter des services à la ferme, ça peut être rémunérateur, enfin en tout cas positif pour l'exploitation agricole elle-même. Donc j'ai du mal à comprendre de valoriser simplement en externe, disant regardez, on fait des choses bien, il faudrait qu'on ait un avantage, etc. Il y a aussi moyen de convaincre en interne dans le milieu agricole que augmenter la biodiversité, ça apporte aussi des services, ça permet de rendre la ferme plus autonome en intrants, ça permet de lutter d'avoir une ferme plus saine, de lutter contre certaines maladies, etc. Donc je pense qu'il y a tout cet axe-là aussi à développer. Essentiellement. Et puis, alors l'autre question qui était plus générale, c'est on n'a pas trop traité de la relation finalement entre améliorer la biodiversité et améliorer alors sauf dans le cas du cacao, c'est assez clair, améliorer les revenus des producteurs. C'est clair qu'il y a eu une étude du basique qui est comme quoi effectivement le cercle de la pauvreté en Côte d'Ivoire ou au Ghana, qui sont les deux principaux producteurs de cacao au monde, amène à la fois à la déforestation, elle amène à la fois à la pauvreté des producteurs, au travail des enfants, et en même temps à la perte évidemment de la biodiversité. Donc en fait, ce qui est une solution pour la biodiversité dans certaines cultures est aussi une solution pour le revenu des agriculteurs. Alors c'est un cas un peu extrême, mais peut-être si on pourrait avoir d'autres exemples où il y a ce cercle vertueux dans un sens. Voilà. Merci. Merci Pierre. Le cercle, il peut être vertueux, mais le problème, c'est le passage d'un état à un autre. C'est la question de la transition. François, tu veux répondre à cette question, et puis après on prend la question d'Assata ? Oui, je dirais deux choses en fait. La première, c'est sur le côté vertueux des producteurs. Honnêtement, dans l'histoire de l'humanité, alors je dirais qu'on n'a pas d'exemple de qu'est-ce que ça fait de recomplexifier les systèmes. L'humain n'a fait que défoncer les systèmes. Donc, ce qui est sûr scientifiquement, c'est que plus on simplifie, plus on écrase, plus la biodiversité sauvage disparaît, plus les derniers livres de la dernière bibliothèque disparaissent, mais on ne sait pas ce que ça fait. On n'a aucune idée de savoir à quelle vitesse les écosystèmes redeviennent résilients. On sait juste que la biochimie sur Terre s'est faite de façon complexe et il faut retrouver de la complexité. Après, sur la partie de la valorisation, effectivement, je ne vous cache pas que si l'effet mosaïque était resté en 1945, en 1950 sur les territoires, probablement que la chimie aurait eu moins d'avenir. Parce que ça fonctionne bien, les systèmes s'autorégulent. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les variétés ultra performantes en blé qu'on met, ou sur beaucoup notamment les 9 espèces que citait Anne tout à l'heure, ce sont des variétés qui sont malades par naissance. Vous les mettez à l'état brut dans le milieu sauvage, elles sont mortes en l'espace de quelques temps. Ce sont des variétés, c'est des variétés qui sont malades, qui doivent aller à l'hôpital dès leur naissance. Il faut leur donner des engrais, de la chimie, il faut les soigner en permanence parce qu'elles n'ont aucune aptitude à résister dans le milieu naturel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on avait eu un effet mosaïque et on avait préservé la résilience des écosystèmes, effectivement, peut-être que même le bio ne se serait même pas posé la question de ne pas avoir besoin de produits chimiques de synthèse, parce que le système aurait fonctionné. Après, aujourd'hui, moi qui suis vraiment issu du sérail, qui met tripes dans la terre, on représente les bio 8% en France, 10%. J'ai 90% de mes voisins, quand je leur dis tu vas voir, la biodiversité, ça va t'apporter quelque chose, non. Non, le système sociétal aujourd'hui, il propose de la nourriture à pas cher.
Les dernières statistiques, c'est que dans le budget des ménages, l'alimentation coûte encore moins cher. Donc aujourd'hui, la société a décidé d'avoir une alimentation pas chère, mais de payer à travers ses impôts la dépollution de l'eau. On a plus de chances de mourir de trop manger que de pas assez. Donc on va tous devoir faire face à des maladies cardiovasculaires, de surpoids ou autres. On doit faire face à des cancers avec la chimie ou autre. Donc en fait, on a un coût exorbitant du reste. Mais ceci dit, même si on le sait, j'ai du mal à convaincre les agriculteurs à côté de leur dire complexifie ton système, tu vas voir, les oiseaux vont revenir, c'est génial, tu vas avoir besoin de mettre moins d'engrais. Aujourd'hui, c'est un truc qui leur paraît mais à des années-lumière. Ils veulent juste nourrir leur famille. Ils sont juste coincés dans des prix, des mécanismes de constitution du prix où ils ne choisissent pas leur prix de vente. Je veux dire, tous mes voisins producteurs de lait, de viande ou autres, ou de céréales, ils subissent les cours mondiaux, ils subissent les prix du lait. Leur seule alternative, c'est de baisser le coût de revient pour toujours garder leur marge et du coup d'avoir une stratégie très court-termiste. Discrètement, je bastingue une haie, je remets un peu d'engrais, j'essaie de trouver toujours le meilleur équilibre entre mes intrants et puis de tenir la marge brute pour faire vivre mon exploitation. Toujours pour la plupart des agriculteurs, dans une forme de pauvreté. C'est pour ça que quand aujourd'hui on leur dit mais faites du bio, faites de la biodiversité et autres, ils disent mais c'est inaudible pour eux, mais complètement inaudible. J'arrive pas à donner à manger, à faire vivre ma famille, à avoir un niveau de vie correct par rapport aux attentes sociétales. Ils ont là tellement le nez dans le guidon qu'ils sont incapables de prendre de la hauteur pour savoir ce qu'ils doivent faire. À part quelques-uns. Des gens comme moi qui a eu la chance de créer mon entreprise à côté, j'ai rencontré plein de gens, je m'intéresse à je suis vraiment débutant en biodiversité, je vous les assure. Hein, je suis vraiment admiratif devant plein de gens qui ont mis plein de choses en place. Mais voilà. Compliqué, pas évident à lire pour 90% des agriculteurs. Merci. Je pense que c'est important de tenir un langage de vérité. La transition, elle est difficile. Et la question du prix, elle est absolument essentielle pour pouvoir transformer les pratiques. Assata. Ok. En fait, moi, ce n'est pas forcément une question. Hein. En tant que productrice, je suis contente aujourd'hui d'être restée dans cette salle-là parce que je suis assez confuse et j'aimerais partager avec vous ma confusion. Et en tant que productrice et gérante d'une coopérative, nous, on veut s'inscrire dans tout ce qui est production biologique, protection d'environnement. J'aimerais savoir aujourd'hui si la biodiversité est égale à la agroécologique ou bien agroculturelle et ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai un peu de confusion dans comment on appelle ça, dans ce milieu-là. Et surtout, nous, on veut mettre en place ce qu'on appelle mélanger les produits, comment vous appelez ça? L'agroforesterie. Merci pour le mot. C'était ça le mot. Bon, je suis productrice, donc ne m'en voulez pas si je ne trouve pas les mots faciles. Donc, c'est l'agroforesterie. Nous, on voulait mettre cela en place à travers la production bio. Ben, on a beaucoup de problèmes. Hein. On est parti seul avec les informations qu'on reçoit par les mails. Et on essaie de mettre ça en place, mais on a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les insectes qui attaquent nos plantations, la production qui va baisser et les arbres qu'on utilise pour le ménager, parce qu'à la base, nous, on fait du cacao. Tout à l'heure, j'ai vu une présentation de mes parents, de l'époque de nos parents à mon époque actuellement. On a rasé tout ce qui était arbre et c'est seulement sur une grande superficie de 10 à 15 hectares. Vous allez trouver que du cacao, il n'y a pas d'arbre. Donc, on est en train de travailler pour pouvoir changer cela en mettant des arbres et aller dans l'agroforesterie. Et du coup, on se trouve avec des problèmes d'insectes et des animaux qui viennent attaquer, par exemple, nos productions. Et la production aussi baisse parce que quand on le ménage avec d'autres produits, par exemple les orangers et d'autres arbres fruitiers pour qu'on puisse commercialiser, la production du cacao aussi baisse. Donc, ça nous décourage un peu. Nous sommes rentrés dans le projet PSE, tout à l'heure vous avez parlé, et je voulais arracher mes cheveux parce qu'il faut s'adresser à des bonnes personnes. Nous sommes rentrés dans le projet PSE. Les producteurs, je suis dans le projet aussi PSE. Moi, j'ai reçu 35 000 francs, pardon,
3 500 francs au cours de l'année. 3 500 francs pour un projet de PSE. CFA. Non, mais 3 500 CFA que moi j'ai reçu. Comment ça fait 4 euros? Que j'ai reçu au cours de l'année pour le service que j'ai rendu dans le PSE. Et là, je vois ici la dame, Madame Anne, qui disait 100 francs par kilo. Nous sommes passés par, je ne vais pas dire le nom de la société, mais nous sommes passés par des intermédiaires et les producteurs, c'est soit 4 euros ou bien 5 euros que nous avons reçus, que nous encourageons. Donc, au milieu de tout ça, on ne sait pas comment s'en sortir. Je vois aujourd'hui des experts qui sont là, certains qui sont en Côte d'Ivoire. Nous voudrons nous adresser à de bonnes personnes pour nous accompagner. On a la volonté de le faire, mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident et on se pose beaucoup de questions. On aimerait qu'on nous aide à aller vers cela parce qu'on a la volonté de le faire, aller vers l'agroforesterie et aller vers la biodiversité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne, tu veux répondre, clarifier agroécologie, agroforesterie, biodiversité, agriculture biologique, tout ça. Voilà. Comment est-ce qu'on clarifie les concepts? Et puis, donc, je crois qu'il y a peut-être une confusion entre le projet RED+ et les PSE que vous payez. C'est peut-être ça le sujet. Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Et je pense qu'on va se retrouver après pour parler un petit peu. Mais grosso modo déjà, pour commencer par biodiversité, agroécologie, ainsi de suite, c'est normal qu'il y ait de la confusion parce que à force d'employer le terme biodiversité, et biodiversité, c'est 3 concepts en un. C'est biodiversité génétique. On peut avoir différents types de cacao, par exemple, ce serait la biodiversité du cacao. Il y a la biodiversité au niveau des écosystèmes, qui là, pour le coup, est vraiment au niveau macro. Et ensuite, entre les deux, la biodiversité, différents types d'espèces animales. Donc, c'est un concept multiforme qui est extrêmement compliqué, finalement, à définir, à mesurer, comment est-ce qu'on le mesure, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, et c'est tous les débats qu'on a eus dans le cadre du groupe de travail du Synabio aussi, c'est qu'on va plus définir des indicateurs de moyens pour arriver à favoriser la biodiversité que des indicateurs de résultats. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dans les champs d'avoine en Bourgogne compter le nombre de papillons, mais en revanche, je vais aller voir, en effet, où est-ce qu'on en est sur de la replantation de haies, sur de la rotation de culture, de la diversité, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que, et là, on parle d'agroécologie. On sait que l'agroécologie, ce sont des pratiques qui sont de très bons moyens pour favoriser la biodiversité. C'est ça un petit peu le raccourci qui est pris quand on parle de biodiversité. Voilà, j'espère que j'ai clarifié ce point. Sur l'agroforesterie en Côte d'Ivoire, on sait que c'est extrêmement compliqué quand sur une parcelle a été mise en place en monoculture plein soleil, de passer à de l'agroforesterie parce que déjà à la base, les plants n'ont pas été habitués à de l'ombrage. Généralement, c'est typiquement les cas les plus compliqués qu'on a sur de la mise en place de l'agroforesterie, c'est de la rénovation de parcelles qui ont été habituées au plein soleil. Et on sait combien c'est compliqué là-dessus et qu'en effet, il faut absolument que les organisations de producteurs aient de l'accompagnement, de la mise en réseau aussi avec deux organisations qui arrivent, qui sont passées par là pour donner les bonnes pratiques, la manière dont on a lutté contre les maladies, les ravageurs et ainsi de suite. On sait bien que c'est très compliqué, raison pour laquelle, en effet, ça doit être bien rémunéré. À ce sujet-là, voilà, alors... Il me semble que vous êtes de ECAM. Je n'ai pas eu le plaisir jusqu'à présent de travailler avec ECAM. Je ne saurais pas dire en effet ce qu'il en est par rapport au projet de PSE. Moi, je peux juste parler en effet pour le PSE qu'on a mis en place très spécifiquement avec PCBM. Mais oui, j'espère que vous arriverez à mieux le valoriser, tous vos efforts probablement dans l'avenir. Merci. Et alors pour poursuivre, il y a un atelier cacao auquel... vous allez participer, évidemment, dans la séquence suivante. Je vous propose qu'on s'arrête là, qu'on fasse une petite pause. Je crois qu'il y a du café et du chocolat ça, qui nous attendent à côté. Et le deuxième atelier reprenne à 16h. Dans 5 minutes, parce qu'on est en retard, c'est ça? Il y a une pause ou il n'y a pas de pause? Il y a une mini-pause. Vous pouvez transiter par la salle de pause pour prendre un café et rejoindre... la salle de votre choix. Et Julie, où sont les prochains ateliers? Alors, les prochains ateliers. Ici, il y a l'atelier cacao.
en Tilleul, il y a l'atelier lait. Et en Mirabel, il y a l'atelier droits sociaux et rémunération. Donc en salle Tilleul, au premier étage, atelier sur le lait. Au deuxième étage, en salle Mirabel, il y a l'atelier sur les droits sociaux. Et ici, pour ceux qui restent ici, c'est l'atelier sur la filière cacao. Merci beaucoup.